Faisons suite à la série des vidéos que je partage sur les routes. Aujourd'hui, nous allons voir le dimensionnement des structures du corps de la chaussée. Il s'agit bien de la première partie de cette thématique. Il y aura une deuxième partie que je partagerai les prochains jours. Donc, je vous invite à regarder toute la vidéo afin de savoir les détails du dimensionnement des chaussées, quel que soit leur type. Déjà, comme notion de base, il faut bien savoir que la route ne peut pas être constituée seulement du terrain naturel. Donc ici, on parle de déformations qui peuvent être générées facilement, des affaissements, des nids de poules, et la route, bien sûr, peut être altérée facilement face au contact avec l'eau. Et c'est pourquoi, en fait, on dimensionne une structure de chaussée qui contiennent plusieurs couches et chacune de ces couches, il doit avoir bien sûr une épaisseur bien spécifique et il faut aussi savoir que la structure du corps de chaussée, c'est pas une structure qui est éternelle, c'est-à-dire il faut la renforcer ou bien la renouveler à chaque fois ou bien à raison de chaque périodicité bien déterminée en fonction de son type. J'ai parlé la dernière fois sur la toute initiale étape qu'il faut réaliser, c'est celle du tracé de l'axe de la route. Et bien sûr sur une carte topographique, une fois nous avons cet axe de la route, donc ici on peut réaliser un ensemble de sondages géotechniques dont le rôle, c'est tout simplement de prélever la lithologie de ce sol. Et si vous souhaitez bien sûr savoir les normes et les règles qui régissent les sondages dans le secteur routier, il suffit juste de regarder cette vidéo publiée sur ma chaîne. Donc une fois nous avons la formation ou bien quel est le sol qui va supporter notre corps de la chaussée, donc ici, on doit bien sûr faire des prélèvements et les conduire vers le laboratoire. Sauf qu'il faut tout d'abord nuancer entre deux types de profils qu'on peut avoir au niveau des routes. Nous avons le profil en remblai sélectionné, c'est-à-dire ici, le niveau ou bien l'axe de la route, il est supérieur du niveau du terrain naturel. Et ici, on doit bien sûr faire appel à des remblais pour rattraper ce niveau. Et parfois, on est bien sûr à l'intérieur ou bien au-dessous du niveau de terrain naturel. Et ici, on parle d'un profil ou bien d'une zone qui est déblayée. Donc, pour le premier cas, l'assise, elle est formée d'un remblai sélectionné, c'est-à-dire un terrain qui n'est pas naturel, qui n'existait pas dans cette zone ou bien dans ce terrain de manière naturelle, géologique, alors que pour le deuxième cas, on parle d'un sol qui est naturel, qui existait déjà avant la mise en œuvre de cette route. Donc, comme je viens de souligner, une fois nous avons fait des prélèvements des sondages ou bien à partir des sondages, que ce soit des sondages manuels ou bien des sondages carottés, on doit les conduire vers le laboratoire géotechnique pour subir un ensemble d'essais, notamment qui vont déterminer la masse volumique, l'analyse granulométrique, les limites d'Atterberg, VBS, Tenorono, etc. Mais il faut surtout noter ces deux essais. Je parle bien précisément de l'essai Proctor et l'essai CBR. Donc, ce sont des essais cruciaux qu'on doit réaliser au niveau du laboratoire pour un chantier routier. Et je vous invite bien sûr à cet égard de regarder la dernière vidéo mise en ligne intitulée l'essai Proctor et l'essai CBR pour savoir comment on les réalise, le mode opératoire et quelles sont les sorties de ces essais. Une fois nous avons réalisé l'ensemble de ces essais, l'objectif primaire, c'est tout d'abord de classifier le sol, c'est-à-dire de donner une certaine classification normative à ce sol. Et pour ce faire, bien sûr, on doit se baser sur cette classification appelée classification GMTR. Donc tout d'abord, nous avons une certaine classe des sols qui sont fins ou bien moyennement fins, c'est-à-dire le Dmax, le diamètre maximum, c'est inférieur à 5 cm ou bien 50 mm. Ici, on parle notamment des argiles qui contiennent des graves qui sont fins, des sables, des limons, des tuffes parfois, d'accord? Et on peut parler aussi des graviers, dont le Dmax, bien sûr, elle peut dépasser 5 cm, c'est-à-dire, lorsqu'on dit un Dmax, c'est-à-dire on parle d'un diamètre maximal. Et on peut bien sûr avoir des roches qui peuvent bien sûr être soit des roches sédimentaires, magmatiques, ou bien métamorphiques. Pour comprendre comment on fait la classification de sol, on peut se baser sur des exemples pratiques et notamment on peut prendre l'exemple 1 lorsqu'il s'agit d'un échantillon de sol ayant un Dmax ou bien un diamètre maximum de 42 mm présentant une valeur de VBS de 1,62, 55% de cet échantillon passe à travers le tamis de 80 micromètres. Donc pour répondre à cet exemple, il faut juste chercher les points de repère ou bien les données de l'exemple ou bien de l'exercice
et les projeter directement sur ce tableau de classification. Et on va trouver bien sûr que lorsqu'il s'agit d'une valeur de VBS de 1,62, c'est en fait l'axe d'abscisse. D'accord? Et bien sûr, nous avons l'intersection avec le passant de 55% et on va bien sûr avoir un sol de classe A1. D'accord? Pour l'exemple 2, il s'agit d'un échantillon de sol dont le Dmax il est de 21 mm, présentant une valeur de plasticité, ou bien l'indice de plasticité IP, qui est égal à 9. Et lorsqu'on dit l'indice de plasticité, on peut l'obtenir moyennant l'essai sur les limites d'Atterberg. 7% de cet échantillon passe à travers le tamis de 80 micromètres et 62% passe à travers le tamis de 2 mm. Donc ici, on doit bien sûr chercher le point d'intersection entre les données de cet exercice. Et si vous cherchez bien sûr à projeter ces données, vous allez trouver qu'il s'agit bien d'un sol de classe B2. D'accord? Donc, nous avons bien sûr ici deux axes verticaux. Nous avons le passant à 80 micromètres et nous avons le passant à 2 mm à la droite. C'est clair? Lorsque les données du passant à 80 micromètres ne sont pas suffisantes, donc on passe directement vers le passant à 2 mm pour savoir la classe du sol. Et on a trouvé bien sûr qu'il s'agit bien de B2. Pour l'exemple 3, nous avons un échantillon de sol alluvionnaire. Donc il s'agit d'un sol alluvionnaire de Dmax 61 mm, présentant une valeur de VBS 0,52 avec un passant de 40% au tamis de 80 micromètres. Donc ici, la projection, il sera faite sur le sol dont le Dmax est supérieur à 50 mm. Pourquoi? Parce que nous avons un Dmax qui est égal à 61 mm. Et du coup, la projection sera procédée comme suit et on trouvera un sol qui est de classe C1 parce que nous avons des matériaux qui sont roulés et qui ne sont pas anguleux. Et il faut toujours noter bien sûr qu'il s'agit bien ici d'une classification GMTR. Bien sûr qu'il y a d'autres types de classifications, notamment la fameuse classification de LCPC, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. Mais en fait, cette classification ne nous intéresse pas beaucoup au niveau du dimensionnement des structures de la chaussée. Je suis sûr que vous vous rappelez très bien de CBR, l'indice de CBR que j'ai traité au niveau de la dernière vidéo mise en ligne. Donc, en fonction de la valeur CBR, on peut affecter des portances de sol ou bien des indices de portance STI, notamment ST0 si le CBR est inférieur à 4, ST1, ST2, etc. Donc, en fonction de la valeur de CBR, on a un certain indice de la portance du sol d'assise. Mais aussi, il faut ajouter une nouvelle notion. Il s'agit bien de la classe du trafic. Nous avons ici TPLI, c'est-à-dire TPL1, TPL2, et on peut aller jusqu'à TPL6. Et bien sûr, chaque TPLI, ça concerne un intervalle de nombre journalier du trafic de poids lourds en deux sens, c'est clair. Lorsqu'on dit un poids lourd, généralement, on veut dire des camions ou bien des engins dont la masse est supérieure à 8 tonnes. À titre d'exemple, si nous avons une voie où circule dans les deux sens un trafic de 25 par exemple, un poids lourd de 25 véhicules, du coup on parle d'un TPL2. Donc voilà, si on souhaite récapituler, nous avons fait des essais en laboratoire afin de faire la classification de sol GMTR. Nous avons réalisé aussi l'essai de Proctor plus l'essai de CBR afin de savoir l'indice de portance STI. Et aussi, nous avons vu des données sur le trafic. Nous les avons paramétrées moyennant un indice TPLI en fonction du nombre journalier traversé en deux sens du poids lourd. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'ensemble de ces données, bien sûr, ils vont servir à dimensionner la structure du corps de la chaussée. Et il faut bien sûr prendre en considération deux variantes, notamment est-ce qu'il s'agit d'un dimensionnement à court terme, c'est-à-dire une route qu'on souhaite renouveler, renforcer à chaque 10 ans, ou bien un dimensionnement à long terme. Et du coup, ici, la durée de vie de cette route, il doit être comprise entre 15 ans. Finalement, je souhaite bien parler sur les composantes d'un corps de chaussée et le but de chacune en fait. Donc tout d'abord, nous avons le sol d'assise, que ce soit un sol d'assise naturel ou bien d'un sol d'assise qui est remblayé. Nous avons une certaine portance qui a été affectée à ce sol d'assise, notamment STI, il peut être ST1, ST2, ST0. Par la suite, les composantes du corps de chaussée principales sont tout d'abord la couche de fondation, la couche fondative de cette structure. C'est comme la fondation pour le cas des bâtiments, sur laquelle on dépose une couche de base, c'est-à-dire c'est
celle qui va supporter la couche de roulement supérieure et finale qui sera en contact direct avec les pneus des véhicules. Dans cette situation, lorsque nous avons un corps de chaussée ordinaire ou bien normal, donc ici la portance STI, on peut la transformer en une autre portance appelée PI et qui portera le même indice en fait. C'est clair, c'est juste une question de notation. Lorsque nous avons par exemple ST3, on peut la transformer en P3. Mais lorsque la portance du sol STI elle est insuffisante par rapport au trafic qui va circuler sur cette chaussée, du coup ici on est obligé d'ajouter une nouvelle couche qui va augmenter cette portance. Et on l'appelle bien sûr la couche de forme. Donc par définition, la couche de forme elle n'est pas nécessaire pour tous les cas des corps de chaussée. Elle n'est importante que là où la portance STI elle est insuffisante. Et du coup, on cherche à l'améliorer, à l'augmenter, et on va obtenir bien sûr ici une nouvelle portance qui sera en général PI plus 1, c'est-à-dire l'indice de la portance ici, il augmente avec un seul degré. Et c'est en fait le rôle de la couche de forme. En ce qui concerne les épaisseurs des couches, bien sûr, je vais les traiter avec un détail très précis au niveau de la partie 2 de cette thématique. Donc, on peut récapituler bien sûr en disant que la couche de forme, il joue le rôle de l'augmentation de la portance du sol d'assise. Si la portance de la rase STI elle n'est pas suffisante pour supporter le trafic qui circulera sur la chaussée. Donc voilà, je vous promets bien sûr que je vais citer le maximum de détails possible pour savoir l'épaisseur exacte de chaque couche constituant le corps de chaussée et bien sûr je vais traiter avec vous des exemples pratiques. Donc on se trouve bien sûr au niveau de la partie 2 de cette vidéo.